Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et cette semaine sur Truc de Meuf, on parle de l'interruption volontaire de grossesse, dite IVG. Pour ça, comme on vous l'a annoncé la semaine dernière, on a reçu Mel à notre micro, qui est bénévole au planning familial du 06. Vous pourrez découvrir à travers cet épisode la marche à suivre si vous avez besoin d'avoir recours à une IVG. On vous souhaite une bonne écoute. Mel, on se retrouve encore du coup pour parler de l'IVG cette fois-ci. Est-ce que tu pourrais déjà peut-être nous expliquer ce que c'est l'IVG ? Alors l'IVG, les lettres IVG, c'est intervention volontaire de grossesse, donc c'est ce qu'on appelle l'avortement. Et donc du coup, quand on souhaite mettre fin à une grossesse et qu'on se tourne vers le planning familial, comment ça se passe déjà ? Est-ce qu'il faut appeler avant ? Est-ce qu'on peut venir tout de suite quand on sait qu'on est enceinte et qu'on ne souhaite pas garder le bébé ? Alors déjà pour petite raison, on parle de fœtus et pas de bébé. Enfin voilà, ça c'est une question un peu de terme. Et en fait, oui, les personnes peuvent venir directement quand quand l'association est ouverte pour commencer les démarches vers une IVG si c'est son choix. Donc ensuite, fœtus, c'est bien noté. Comment ça se passe ? Est-ce que déjà, on pourrait rappeler peut-être le délai qu'on a, le délai légal en France pour avorter ? Alors, le plus vite possible et le mieux, faut savoir. Les délais légaux, en tout cas, il y a 2 types d'IVG. Pour l'IVG médicamenteuse, c'est jusqu'à 7 semaines de grossesse, soit 9 semaines après le début des dernières règles. C'est à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et pour l'IVG, instrumentale, pour l'IVG instrumentale, donc c'est par dilatation du col et aspiration du contenu de l'utérus, c'est jusqu'à la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines après le premier jour des dernières règles, entre 3 mois et 4 mois. Quelle est la différence entre les deux ? Donc tu nous as un peu expliqué celle avec les instruments. La médicamenteuse, elle consiste en quoi ? Alors la médicamenteuse, elle consiste à prendre deux cachets. Elle peut se faire, contrairement à celle instrumentale, elle peut se faire par un médecin de ville, par une sage-femme, ce genre de choses. Et elle peut se faire chez soi aussi, ça c'est important. Et en fait, il y a un premier cachet qui va arrêter la grossesse et le deuxième cachet qui va expulser le contenu de l'utérus. Et donc, du coup, tu disais que la partie médicamenteuse, on peut la faire chez soi. Est-ce que vous, au planning, vous donnez ce genre de médicaments ou il faut vraiment que ce soit un professionnel de santé qui puisse les délivrer ? Alors pour le coup, c'est pas un médicament comme par exemple une pilule d'urgence qu'on peut acheter en pharmacie sans ordonnance. Donc nous, on en a, mais il faut que la personne ait une ordonnance. Et généralement après, en fait, on peut faire nous l'ordonnance et la personne peut aller en pharmacie après. Est-ce que si une personne fait le choix de faire une IVG, on peut être accompagné directement au sein du planning ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut, par exemple, si on fait une IVG médicamenteuse, rester au sein du planning et être accompagné pendant ce moment-là ? Ou est-ce que non, c'est pas possible et on le fait du coup chez soi, tout seul ou avec quelqu'un d'autre, bien sûr ? Alors pour l'IVG médicamenteuse, faut savoir que oui, nous on peut accompagner les personnes. Après, vaut mieux être chez soi dans le sens où ça peut être un peu douloureux, ce genre de choses. On va avoir des saignements, donc c'est mieux d'être chez soi. Mais des fois, si la personne est vraiment isolée, une personne bénévole peut être près d'elle, même chez elle, si c'est bon. Et sachant que des fois, les personnes vont avoir des violences familiales, et donc ça peut se faire aussi ailleurs. Donc voilà, il y a 2 types d'IVG, comme tu le disais. Donc quand on arrive au planning familial, après, comment ça se passe ? Est-ce que vous procédez à un examen où il y a des questions qui sont posées ? Comment ça se déroule au début ? Alors déjà, on va voir si la personne est sûre de sa grossesse. Dans un premier temps. Donc si la personne n'est pas certaine de sa grossesse, on va lui donner un test de grossesse. Et après, on va voir le résultat ensemble et l'interpréter. S'il y a grossesse... il y aura des questions notamment sur les dernières règles et quand date à peu près le rapport qui a pu permettre cette grossesse. Et donc de là, on va à peu près estimer le temps de grossesse, voir si c'est dans les délais légaux ou pas. Et ensuite, on va donner une ordonnance pour une échographie de datation qui est plus précise pour dater exactement le début de la grossesse et si la personne est toujours dans les délais. Ensuite, il y a aussi une ordonnance qui est donnée pour connaître le groupe sanguin de la personne, parce que ça peut arriver, ça arrive vraiment... D'ailleurs, ça, c'est un truc que je tiens à dire en termes de risque. Il y a plus de risques quand on accouche que quand on fait une IVG. Mais il y a quand même, le fait de connaître le groupe sanguin fait que s'il y a besoin d'une transfusion de sang, là, on a le groupe sanguin de la personne.
Puis après, il y a un rendez-vous pour l'IVG même qui est donné dans les délais, donc le plus vite possible, avec la méthode souhaitée. Parce que autant la médicamenteuse, elle peut aller jusqu'à 9 semaines après le début des dernières règles, mais autant on peut faire comme une instrumentale dès le début. Donc ça, c'est au choix de la personne. Et on va expliquer les deux choix, les deux techniques, et après la personne donc on va lui prendre un rendez-vous qui correspond à son emploi du temps, parce que des fois il faut poser des congés par exemple, ou des fois ça peut être l'hôpital. En fait voilà, ça aussi je l'ai pas précisé, mais en fait si on n'est pas un centre de planification, ça va se faire dans un hôpital si c'est instrumental, et donc de là on va prendre nous rendez-vous à côté de la personne, on va voir son emploi du temps, etc. Et si c'est médicamenteux, là pour le coup la personne peut le faire même le jour même, si les pharmacies sont ouvertes, etc., etc. Mais le but est de le faire le plus vite possible pour éviter les complications s'il doit en avoir. Et donc ensuite, après l'IVG même, on va prendre des nouvelles de la personne, et il y a un examen de contrôle pour être sûr que l'IVG a bien été fait, que l'utérus est vide. Mais souvent les personnes ne font pas cet examen. Donc là, je martèle, c'est important de le faire. Et puis après aussi, on peut avoir des groupes de parole entre personnes qui ont fait des IVG, et parce que des fois, on n'a pas envie d'être seul avec ça, et on peut rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose. Là, passer par le planning familial, c'est l'occasion d'être face à des gens qui sont bienveillants, à l'écoute et qui vont t'orienter vers un professionnel avec lequel il n'y aura pas de soucis. Mais est-ce qu'on peut on peut faire ça tout seul? Est-ce que c'est possible d'aller chez son médecin ou à l'hôpital directement pour aller faire une IVG? Alors oui, on peut, c'est dans le droit français, le fait que l'IVG soit dans la loi, donc on peut y aller seul, prendre rendez-vous à l'hôpital pour ce qui est en tout cas même médicamenteux, ça peut se faire à l'hôpital, mais instrumental aussi, et sinon ça va être par le médecin, par exemple, médecin traitant, etc. Après, l'avantage du planning, c'est que c'est un lieu qui est identifié autour des questions de l'IVG, et en fait nous on peut si c'est un centre de planification, le faire directement sur place, même instrumental, et si ça n'est pas le cas, on peut accompagner vers la médicamenteuse si c'est encore dans les délais. Est-ce que d'ailleurs, là tu nous disais précédemment que vous travaillez avec des partenaires qui sont OK sur toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui refusent de pratiquer les IVG? Alors, c'est pas qu'ils vont refuser. En fait, faut savoir que les médecins qui pratiquent les IVG, il y en a pas énormément, parce qu'en fait, c'est une option dans leur parcours scolaire, parcours de médecin. Et donc, il y en a, ils ont juste pas appris. Et donc, ils vont juste dire, ah, moi, je ne sais pas le faire. Et en fait, ça, on peut pas le prouver, on peut pas dire que c'est de l'entrave au droit à l'IVG si la personne refuse de le faire pour, je sais pas, moi, ses valeurs, ses croyances ou autre, ou si c'est vraiment par manque de technique. Et pour le coup, il y a assez peu de médecins, ce qui est assez alarmant. Comment ça se passe si, par exemple, on a envie d'avorter, mais que au sein de notre famille, par exemple, si on est, je sais pas, jeune et qu'on est encore chez ses parents, que au sein de la famille, ça soit extrêmement mal reçu, est-ce qu'on peut, et que par exemple, je sais pas, le parent ou bref, l'adulte qui nous accompagne, qui est dans notre famille, souhaite nous accompagner, est-ce que on peut venir avec cette personne et être accompagné au sein du planning pour gérer en fait ce désaccord et pouvoir être accompagné dans le sens qu'on souhaite, ou est-ce qu'il faut qu'on vienne forcément tout seul parce qu'on ne pourra pas être accompagné de ce côté-là? Je pense que ça dépend. Par exemple, si c'est une personne mineure, il faut qu'elle soit accompagnée par une personne majeure. Donc ça peut être un prof, ça peut être pas forcément quelqu'un de la famille, ou ça peut être une personne bénévole du planning. Ensuite, après, il faut savoir que souvent les réticences de la part de la famille, ça va être juste des questions comment dire, les personnes ne savent pas exactement ce que c'est une IVG. Des fois, on n'a pas eu elles-mêmes. Et donc nous, on est là aussi pour répondre aux questions. Et en fait, il y a souvent beaucoup d'idées reçues autour de l'IVG. Et en fait, nous, on va être là pour juste expliquer qu'est-ce que c'est. Et souvent, c'est un événement dans la vie comme plein d'autres événements qui peuvent arriver. Et ça va pas forcément traumatiser la personne, ce genre de choses. Mais si c'est vraiment trop compliqué, ça arrive souvent que les personnes soient seules, hein, on va pas se mentir. Parce qu'il y a aussi la honte, il y a le tabou autour de cette question. Mais nous on est là pour accompagner, que ce soit la personne seule ou aussi avec son proche s'il y a besoin.
Et du coup, c'est quoi les idées reçues qu'il y a justement le plus souvent autour de l'IVG? Alors moi, pour le coup, je vais improviser. Il me semble que les idées reçues, ça va être le fait de devenir stérile à force de faire des IVG, alors qu'on voit des personnes qui vont faire 6, 10 dans leur vie, donc pour le coup, elles sont pas stériles. Il y a aussi le fait que ça peut nous traumatiser à vie, ce genre de choses. Ouais, surtout le fait qu'on puisse pas retomber enceinte après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée reçue sur l'IVG? Il y en a tellement que je sais pas. En fait, vu que je suis pas forcément pro sur les questions d'IVG, je sais pas exactement quels sont les arguments des anti-choix. Mais il va y avoir aussi tout ce qui est lié aux croyances religieuses, par exemple. Il va y avoir aussi le fait que ça va dérégler les règles, le fait que ça peut nous tuer, ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, les personnes, enfin en tout cas en termes de décès, les personnes meurent plus en accouchant qu'en ayant recours à une IVG. Et est-ce que, par contre, c'est une pratique qui peut avoir des effets secondaires? On peut avoir, par exemple, plus de difficultés à se remettre d'une IVG ou justement, comme tu dis, c'est une pratique un peu comme d'autres pratiques qui est relativement sans risque? Ah, c'est clairement une pratique relativement sans risque. C'est très rare qu'il y ait des risques globalement. Après, il peut y avoir des saignements, des douleurs. Enfin, ça peut, souvent, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais on peut donner aussi une ordonnance pour avoir des antidouleurs. Voilà. Après, ça ressemble beaucoup à des règles douloureuses globalement, mais ça passe très vite. Donc, c'est un événement qui va durer, on va dire, 3 jours à peu près dans la vie. Et du coup, est-ce que vous avez plutôt des femmes qui sont jeunes, des femmes qui ont des enfants déjà, pas d'enfants? C'est quoi le type de personne qui vient au planning pour une IVG? Et ben, c'est absolument beaucoup de personnes qui peuvent tomber enceintes. On a autant des jeunes mineurs qui ont eu un seul rapport sexuel et qui, pas de chance, tombent enceintes. On a des personnes qui pensent être ménopausées, qui en fait le sont pas vraiment et donc qui tombent enceintes et qui veulent pas de cette grossesse. On a des personnes qui ont des enfants, des personnes sans enfants. On a des personnes qui ont dans la pratique religieuse qui n'ont pas le droit d'avorter forcément mais qui vont le faire parce que c'est leur choix. Vraiment, on a tout type de personnes. On a des personnes trans aussi, des personnes transmasculines. On a vraiment tout type de public pour l'IVG. Et donc tu disais là qu'effectivement tous les publics sont reçus et c'est important de le dire effectivement que c'est pas juste une question de jeunesse ou une question de ça peut arriver vraiment à tout le monde et il me semble que j'avais entendu pendant le confinement que ça a pu être une période très compliquée pour les femmes notamment qui souhaitaient avorter. Est-ce que au niveau du planning familial il y a des choses qui avaient été mises en place pour les accompagner? Oui, alors déjà, faut savoir qu'on n'a jamais eu autant d'appels sur notre numéro vert qu'à ce moment-là. On a essayé quand même, certaines associations étaient restées ouvertes et accueillaient quand même du public avec tous les gestes barrières qui sont nécessaires. Et je sais que globalement, pour les zones très reculées, il y avait des personnes du planning qui se déplaçaient pour donner des pilules d'urgence, pour aussi donner des médicaments pour faire des IVG médicamenteuses. Donc ouais, on a pris ça à bras le corps. Et c'est aussi, après, le plus compliqué, ça a été sur les violences. Bon, là, pour le coup, c'est pas le thème de l'épisode, mais ça a été très compliqué. Les personnes, les femmes, les personnes minorisées de genre qui étaient dans des foyers violents et qui pouvaient pas fuir parce que, et qui en plus étaient soumises à tous les empêchements de déplacement, ce genre de choses, ça a été très compliqué. Et en plus, si on cumule dans une approche intersectionnelle, par exemple les personnes handicapées qui vont, elles, avoir encore plus de violence, les personnes bisexuelles aussi, enfin, ça a été assez compliqué. Donc on a fait aussi beaucoup de plaidoyer pour que les plannings restent ouverts, mais globalement les lieux de santé restent ouverts, donc ça c'était plutôt positif. Et du coup, est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de recours à l'IVG, de moins en moins? Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là sur le territoire? Eh ben, globalement, c'est toujours les mêmes chiffres depuis, je crois, plus de 40 ans, en fait. C'est toujours la même proportion de personnes qui vont avoir recours à l'IVG, sachant qu'on est de plus en plus nombreuses, donc finalement, on ne pourrait pas se dire qu'il y en a de moins en moins. Peut-être. Mais en tout cas, non, c'est ça d'ailleurs, c'est une des idées reçues, c'est de dire qu'il y a des personnes qui vont passer par l'IVG comme moyen de contraception,
Non, ce n'est pas le cas. Ça peut arriver même quand on se protège, qu'il y ait une contraception qui foire à un moment. Il y a plein d'éléments qui fait qu'on peut avoir recours à l'IVG dans sa vie une fois ou plusieurs fois, et globalement c'est la même proportion, quoi. Mais ça peut toucher, il me semble que c'est une femme sur trois, enfin une femme ou une personne en tout cas qui peut tomber enceinte sur trois qui a recours à l'IVG dans sa vie. Il me semble que c'est ça les chiffres. Oui, c'est important de rappeler qu'on ne fait pas ça par plaisir. L'IVG, c'est un droit, mais c'est pas, enfin, les femmes vont pas se faire avorter comme ça pour le plaisir. Non, et souvent d'ailleurs on a remarqué que les personnes qui vont avoir recours dans leur vie à plusieurs IVG, quand je dis plusieurs ça va être au-delà de 4, hein, clairement, c'est des personnes qui en fait vivent des violences. Ça va être des personnes que leur partenaire va jamais prendre la charge contraceptive et qui va dire moi je veux pas d'enfant, mais qui va rien mettre en place, et donc la personne va faire ça seule dans le secret, etc. Donc ça peut être très compliqué. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un accompagnement, donc tu disais il y a des groupes de parole, mais aussi c'est possible d'aller voir un psychologue ou quelqu'un pour discuter de ça quand c'est un avortement qui peut être mal vécu? Alors oui, donc selon les associations, soit il y a une psychologue sur place, soit c'est pas le cas, mais on a aussi un annuaire de psychologues safe pour traiter de ces questions-là s'il y a besoin. On en parlait un petit peu plus tôt, que justement l'idée pour le planning, le combat, c'est d'institutionnaliser, non, de constitutionnaliser l'avortement. Est-ce que, au regard de ce qui se passe dans le monde, justement, il y a une grande inquiétude du planning et des femmes de manière générale sur ce droit qui est de choisir ou non d'avoir un enfant, de porter une grossesse jusqu'au... Oui, en effet, c'est très alarmant, sachant que nous, le planning, en tout cas en France, on est dans ce qu'on appelle l'IPPF, donc c'est, je vais retrouver ça vite, pour être sûr des termes précis. L'IPPF, c'est la Fédération internationale du planning familial, et en fait, il y a beaucoup de pays qui sont dans l'IPPF, et en fait, on remarque qu'il y a de l'entrave à l'IVG, et de plus en plus un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe ou que ce soit ailleurs, et en fait, oui, ça nous questionne. Et donc, faut pas lâcher ce combat, quoi. Enfin, surtout, on remarque que les entraves à l'IVG peuvent se faire aussi, notamment pour les personnes qui n'ont pas de papier, les personnes éloignées du droit, les personnes séropositives, les personnes handicapées. Enfin, voilà, faut vraiment prendre ces questions à bras le corps, et on essaie d'être expert et experte en droit. D'ailleurs là-dessus aussi, donc ça évolue. Au début, le planning, ça a été fait par ce qu'on appelle les avorteuses, donc c'était des personnes qui faisaient des IVG clandestins, donc qui ont appris ces savoirs qui en fait n'étaient pas liés aux médecins. Puis après, il y a des médecins qui sont venus, qui étaient militantes, et qui ont fait en sorte que après on puisse ouvrir des plannings familiaux, et puis après que ça rentre dans la loi, et en fait on voit que c'est le combat continu, quoi, globalement, et qu'il faut rien lâcher, et ouais, il faut bousculer beaucoup de choses dans cette société pour que ce droit soit effectif, et rien que le mot droit, c'est compliqué à le faire, à le marteler, quoi. Et à ton avis, justement, pourquoi il y a un recul comme ça et pourquoi c'est si compliqué de faire rentrer ça dans la Constitution? Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que je pense qu'on est dans un gouvernement très à droite et très conservateur enfin, par exemple, qui vont dire on est pour le droit des femmes, mais qui vont parler uniquement de violence, mais qui vont pas comprendre que dans le droit des femmes, il y a le droit à disposer de son corps. Et ça va être pareil pour les questions de transition médicale, par exemple, de dire les personnes ont le droit d'avoir une transition médicale si c'est leur choix, on a le droit d'avoir une IVG si c'est notre choix, enfin... Voilà, globalement, c'est toujours une question de contrôle, je pense, contrôle des corps, et notamment de la fertilité et des corps des femmes et des personnes minorisées de genre, ce qui existe depuis la nuit des temps, malheureusement. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait toutes ces barrières-là, qu'elles soient de soi-même, qu'elles soient des institutions, qu'elles soient de la famille, qu'elles soient même de la méconnaissance, parce que des fois on peut avoir nos règles et quand même avoir une grossesse, etc. En fait, fait qu'il y a des IVG hors délai qui se passent. Et nous, au planning, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer de récolter de l'argent si la personne veut vraiment avoir cette IVG, et faire en sorte qu'elle puisse avorter à l'étranger où les délais sont plus longs. Oui, ça c'est important de le dire. Quand on est hors délai, en France, il est plus possible d'avorter au-delà de ces 14 semaines dont tu parlais. Donc on peut se tourner vers l'étranger, mais ça a un coût forcément.
Oui, c'est un coût puisque ça va pas être remboursé par la sécurité sociale. Et d'ailleurs, pareil, pour les personnes éloignées du droit sur le territoire français et qui n'ont pas de papier français, il faut aussi avancer les frais. Et ça, c'est nous au planning, on récolte des dons aussi pour ça. Donc du coup, pour résumer, si on se retrouve face à une grossesse qu'on ne souhaite pas mener à bien, on peut se rendre directement au planning familial ou téléphoner pour être accompagné de la meilleure manière en fonction de l'état d'avancement de la grossesse aussi. Et que vous êtes là pour ça, vous êtes là pour accompagner et faire en sorte que ça n'ait pas de coût pour les personnes qui souhaitent avoir un IVG, ni au niveau moral, ni au niveau financier. Exactement, et il faut savoir, vraiment faut le marteler, c'est anonyme et gratuit. Donc surtout pour les personnes mineures, ça peut être plutôt confortable le fait que ce soit anonyme. Et pour le coup, oui, comme tu disais, on peut appeler que ce soit directement les associations départementales. Ça se trouve sur le site, ça se trouve sur Google, les numéros selon où on est dans le territoire français. Mais il y a aussi le numéro vert, donc je rappelle le numéro 0800 08 11 11, qui est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Et il y a le chat maintenant qui existe depuis très peu de temps, qui est ivg-contraception-sexualité avec un s.org. Qui peut qui peut permettre aux personnes d'être orientées. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile. N'oublions pas que l'IVG est un droit acquis mais qu'il peut nous être retiré à l'image de ce qui se passe aux États-Unis. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le planning familial dans la barre d'infos. Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!